Je vais voir ici une petite vidéo qui va concerner donc l'observation d'une cellule vivante type, bien sûr vue au microscope, parce que l'observation va se faire au microscope de type optique, voilà, et que bon, ça va concerner donc un fragment d'épiderme d'oignon. C'est un laboratoire assez classique que l'on trouve dans les écoles, voire dans les universités, peu importe, mais enfin, bref, c'est du classique, c'est du classique. D'ailleurs, il existe des bouquins où ils ont déjà fait toutes des photographies de différents types de cellules, cellules de différents types. Voilà. Donc, on voit les organisations, les structures de différentes cellules dans des bouquins. Hein, ça se trouve facilement, voilà, en bibliothèque, voire vous pouvez acheter ça dans une librairie ou sur Internet, peu importe. Mais disons que ça se trouve facilement. En plus de ça, certaines universités ont déjà fait des prises d'innombrables voilà, prise de voilà, photographie provenant de photos de cellules diverses au microscope optique. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais ça date d'il y a très longtemps. Alors il faut savoir que bon, la structure voilà, cellulaire est connue depuis très longtemps, enfin très longtemps. Watson et Crick c'était 1950 et avant ça, il y en avait un qui avait déjà étudié les compositions de l'ATCG, c'est-à-dire adénine, thymine, cytosine, guanine, en pourcentage dans différents types d'espèces. Et donc, bon, maintenant, Watson et Crick ont trouvé la structure, l'architecture de l'ADN, bon, qui était un composant qui se trouve à l'intérieur du noyau. On retrouve aussi dans le noyau des nucléoles. Voilà, donc, on sait bien comment est l'architecture du noyau, on sait bien l'architecture des cellules et que les êtres vivants sont constitués de cellules. Alors on distingue les végétaux, les animaux, les cellules, la conception des cellules, enfin la structure ou l'architecture, l'organisation des cellules végétales n'est pas la même que celle des animaux. En tout cas, euh, voilà, c'est ça qui les distingue. Alors, on peut distinguer la matière vivante en matière vivante et matière non vivante. La matière non vivante, c'est celle qui est considérée comme matière inerte. Bon, qu'est-ce qui est inerte? Moi, j'en sais pas plus. Mais disons que les êtres vivants possèdent une structure cellulaire, alors que la matière inerte, non. Alors, la matière inerte, est-ce qu'elle ne vit pas pour autant? C'est pas dit. Puisqu'en fait, on a 300 milliards de planètes, elles vivent probablement par voilà, des jeux de loi universelle, d'attraction universelle, par des entremises d'interaction voilà, de gaz au sein des planètes, de gaz, de température, de pression. Voilà, il y a toutes des données paramétriques voilà, qui fluctuent au quotidien et qui font en sorte que la matière vit malgré tout, malgré que c'est une planète, elle vit. Je m'excuse, elle fait des échanges énergétiques au quotidien. Donc autant, c'est comme la cellule, elle fait des échanges au quotidien d'énergie. Donc elle a besoin d'oxygène, elle a besoin de nutriments. La cellule, et donc on comprend que pour assurer sa subsistance, une cellule a besoin voilà, de faire son cycle énergétique au quotidien. Donc elle doit pouvoir respirer et s'alimenter en nutriments. Et donc, les planètes, c'est pareil, ils font des échanges énergétiques au quotidien. Et ça concourt à faire les cycles, et c'est les cycles voilà, de ce qu'on appelle la vie, mais les cycles, une matière inerte fait aussi des cycles comme ça. Donc, des cycles énergétiques, c'est pas pour autant qu'elle ne vit pas. C'est pour ça que vous disais bien que qu'est-ce qui vit, qu'est-ce qui ne vit pas, c'est compliqué à dire, mais c'est surtout qu'on a défini que la matière vivante, c'est la matière bon, telle que qui possédait une structure cellulaire. Alors, je rappelle que les végétaux ont probablement une âme parce qu'elles possèdent le pistil et l'étamine, et donc ils ont une âme voilà, sexuelle, et donc ils peuvent voilà, procréer à partir de ces organes-là. Et donc, à mon avis, ils ont une âme sexuelle comme les animaux. Donc voilà, donc on peut dire que c'est vraiment des êtres vivants des êtres vivants. Alors maintenant, ici, pour considérer donc l'oignon, je vais faire un petit laboratoire. Bon, avant de commencer le laboratoire, bien sûr, il est toujours bon de mettre un tablier bien ceinturé et on se sent toujours un scientifique dans l'âme quand on a un tablier bien ceinturé. Alors, je vous rappelle avant toute chose que il faut un microscope optique parce que s'il n'y a pas de microscope optique, vous ne saurez faire aucune observation. Alors, il faut un porte-objet, un couvre-objet, un rouleau de papier essuie-tout
une aiguille montée avec machine, avec manche en bois, je m'excuse, un scalpel ou un couteau, papier filtre, verre de monte, alcool, solution iodée, rouge neutre, carmin, acétique ou bleu de méthylène. Bon, ici je prends uniquement une solution iodée. Alors, on va faire une observation de l'analyse et la description. Bien sûr, le tout, c'est de décrire l'oignon, la cellule. Voilà, je vous rappelle que l'oignon, c'est du multicellulaire et non pas de l'unicellulaire. Voilà, c'est du multicellulaire, il y a plusieurs cellules. D'ailleurs, vous allez voir par après. C'est du multicellulaire et en plus de ça, il n'y a pas de chlorophylle. Hein. Pas de chlorophylle, donc c'est une cellule non chlorophyllienne. Voilà, c'est un végétal, c'est une cellule non chlorophyllienne. Et là, vous avez tout en possession pour faire le laboratoire. Alors, comment pratiquer pour observer, je veux dire, ceci. Bon, c'est un instant. Alors, pour voir au microscope optique, ben, il y a ce qu'on appelle une lamelle couvre-objet et une lamelle et une lame porte-objet. La lame porte-objet est beaucoup plus grande que la lamelle couvre-objet. Alors on met son fragment de cellule, bien sûr, après l'avoir découpé, bien sûr, elle doit être la plus mince possible et ne pas dépasser 5 mm d'à côté, voilà. Et on va mettre une solution iodée. Voilà, dans un verre de montre, on va mettre un colorant. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va mettre une goutte d'eau. Hein, on met une goutte d'eau. Et bien sûr, on met la cellule que vous voyez ici. Je vais mettre en vert comme ceci. Petit instant, je m'excuse. Bon, il faut toujours mettre dans l'eau. Hein. Vous aurez compris que vous mettrez la cellule, vous mettez de l'eau. Voilà, une goutte d'eau, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte. Alors, vous mettez la cellule dans la goutte d'eau. Puis après, vous pouvez manipuler le microscope optique. Bon, mais ici, je ne vais pas mettre directement la cellule. Hein. Je vais mettre de l'iode. Je vais vous dire pourquoi après l'iode. La cellule. Là, je vais mettre la cellule avec un colorant. Bon, ça c'est la cellule. Avec un colorant, mais la cellule, il faudra l'enlever. Une fois que vous voyez que ça commence à se colorer, vous l'enlevez. Il ne faut pas le maintenir 1 heure dedans. Voilà, une fois que vous voyez que ça a pris de la couleur, à ce moment-là, vous pouvez l'insérer dans la goutte d'eau. Vous mettez la cellule dans la goutte d'eau. Voilà, ça, c'est la cellule découpée, mais bien sûr avec le colorant qui est la solution iodée. Voilà. Et puis après, vous refermez de façon à ne pas créer une bulle d'air. Il faut éviter de créer une bulle d'air. Donc il faut venir apposer, comme c'est posé ici, en fait, comme vous voyez ici, il faut le poser comme ceci, mais en mettant un certain angle. Ici, un certain angle delta ici, un angle delta, et vous refermez la lamelle ici, vous la refermez, vous venez la poser pour venir écraser le tout sans bulle d'air. Voilà, ça c'est la procédure. Et maintenant, on peut, à partir de là, décrire la cellule. Donc on peut, une fois que la solution est colorée, la solution, enfin une fois que la cellule est colorée, eh bien maintenant je peux faire l'observation.
Alors, des faibles grossissements suffisent. Alors là, on peut voir, si vous voulez, les noyaux et les parois. Alors, je vais la dessiner, mais après, je vais aller voir sur Internet. C'est des espèces de briques, hein, les cellules. Bon, ils sont même, on va dire, comme alignés. C'est comme des espèces de briques. Ah, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que c'était multicellulaire, hein. Ah, c'est comme des briques qui sont comme ceci. Bon, alors normalement, bon, ça, une brique comme ça, c'est une cellule. Et comme il y en a plusieurs, c'est multicellulaire. Donc ça, c'est l'organisme du vivant ici, c'est de type pluricellulaire. Alors, à l'intérieur, bien sûr, vous avez le cytoplasme. Là, on a le cytoplasme. On a le cytoplasme. Bon, les cytoplasmes, il a pour vocation de, de contenir des organites. Donc, le cytoplasme contient des organites. Voilà, tout ça, c'est le cytoplasme. C'est vraiment des briques, hein. Donc on a un enchaînement, comme ceci, cellulaire, qui ressemble à voilà, un enchaînement de briques. Donc, tout est aligné comme ça. Euh, et bien sûr, euh, on a les noyaux. Bon alors, concernant les noyaux, j'ai une petite remarque à vous faire. Euh, Par rapport à bien sûr à la manipulation du microscope optique, les noyaux sont parfois euh, à la solution iodée, parfois, je veux dire, on voit un peu mieux que les noyaux que si on ne met pas de solution iodée. Donc il faut faire bouger la vis microscope, la vis, on va dire, microscopique. Euh, et là, on voit que les cellules sont de petits volumes et les noyaux de petites sphères. Grâce à la solution iodée, on peut voir les noyaux. Voilà. Or, au microscope, on ne peut observer que des plans différents, hein. Alors, si on utilise, si vous voulez, la vis micrométrique, on change de plan d'observation, ce qui explique que vous pouvez voir apparaître des noyaux dans certaines cellules qui semblaient ne pas en posséder. Donc on voit pas toutes les, on voit pas toutes les, comment est-ce qu'on appelle ça, tous les noyaux on les voit pas. Il faut manipuler parce que ce sont des plans. On voit des plans. Alors si vous voulez voir d'autres noyaux, il faut voilà, manipuler la vis micrométrique. Donc
La solution iodée, c'est pour voir la possibilité de voir mieux les noyaux, parce que sans iode, ben on les voit pas bien, on les voit pas bien. Et alors bon, on ne les voit pas tous avec une solution iodée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut changer de plan. Il faut changer de plan si vous voulez voir les autres. Alors, voilà, ça c'est un petit peu... Là, vous voyez les écailles? Ça, ce sont les écailles. Et ça, c'est le bulbe. C'est des bulbes. C'est pas forcément des bulbes d'oignon, mais en tout cas ici, je vous montre ce que c'est que sont les bulbes. Donc on a un noyau, on a une paroi, un cytoplasme, et voilà de la vacuole. C'est une cellule non chlorophyllienne. Là, on a une coupe. C'est un bulbe qu'on a coupé en transversal ici, et en longitudinal ici. On retrouve dans le noyau les nucléoles, on voit les vacuoles, voilà, et les parois. Bien sûr, le cytoplasme. Là, on a une distinction cellule animale, cellule végétale. L'oignon, si vous voulez en savoir plus sur l'oignon. Bon, j'ai une petite remarque à faire. Ici, la solution iodée va colorer surtout le noyau. D'ailleurs, c'est pour voir le noyau, si vous voulez. Bien sûr, le noyau et la paroi. Mais le problème, c'est que ça tue la cellule, hein. Donc, il faudra un autre produit.
Voilà, ça c'est la coloration à l'iode. On voit mieux les contours et on voit le noyau. Il y en a, bien sûr, comme c'est une cellule végétale, c'est une membrane cellulosique. Je vous remercie.